Ça veut dire quoi devenir pro, tu vois? Et top 200 mondial, t'es pro? Bon, pour moi, non. T'as un gros compte en banque, tu vas à l'autre bout du monde, t'es top 200 mondial, quoi. Je me décrirais, tu vois, comme un joueur pro qui documente sa vie. Quand je vois les qualifs de Grand Chelem au tennis, mais c'est que des mecs qui sont 100 fois plus pro que tous les joueurs de padel. Peut-être une des seules fois où j'ai pleuré à la caméra sur un débrief. Plus t'es loin, plus la défaite a fait mal. Avant, tu vois, l'année dernière, tu gagnais un FIB bronze, tu prenais 350 € par paire. Quart de finale de FIB bronze, j'ai pris 110 €. Et du coup, j'avais l'impression que j'étais un éternel échec, tu vois, dans ce que je faisais. C'est une énorme erreur de la part de la Fédé. Je suis dégoûté pour tous les Français qui aient plus de qualif le week-end à Roland-Garros. Les gens n'ont pas conscience du niveau au padel. J'aime bien m'entraîner avec moins bon, surtout avant les tournois. C'est con, mais défoncer des mecs à l'entraînement, ça fait du bien. Avant de partir en Espagne, je voulais pas du tout faire du paddle, on va dire mon métier. Si j'avais envie de faire ça pour l'argent, je pense que j'aurais déjà arrêté, tu vois. C'est là où je me suis rendu compte pourquoi je joue au paddle, tu vois. C'est qu'on parle de classement ou quoi, on s'en fout du classement en fait. C'est juste jouer ces matchs-là, compte. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de... Vérité, évidemment. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Ici, on parle vrai. Et aujourd'hui, la vérité, on va la chercher avec un invité qui a fait de la transparence sa marque de fabrique. Il est gaucher. Il est l'un des piliers de la nouvelle génération française et il documente son ascension sur le circuit mondial sans filtre, des moments de gloire aux galères les plus profondes. Joueur pro, créateur de contenu. Et aujourd'hui, au micro d'Alpha Paddle, Julien. Comment tu vas, Julien? Bah écoute, ça va très bien. Merci de m'inviter. Très belle présentation. T'as dû bosser. Non, c'est bon. Un petit peu. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que ça te paraît clair? Non, c'est très bien pour un c'est début. très bien. Ouais, Et c'est très bien. je tenais à dire, parce que je le disais en off, quand j'ai commencé le paddle, quand j'étais un P25, il y a longtemps, c'est la première chaîne que j'ai regardée. C'était quoi? Il y a peut-être 2 ans et demi, un peu plus. Il y a 2 ans et demi, je pense qu'on était plusieurs, mais moi, c'est ce que je te disais aussi, c'est que je pense que quand j'ai commencé au tout début, je crois que j'étais le premier, en tout cas, le premier à documenter un peu tous les tournois que je faisais. Moi, je regardais toutes tes galères avec Man Vives, je sais pas où, il y a eu des galères de ouf. Très sympa, cette période-là. Eh bien, écoute, on va commencer par ce que j'appelle, on va faire comme un peu sur le terrain, on va se chauffer. J'ai appelé ça le set de chauffe. C'est parti. Donc, je vais te poser des questions, il faudra juste me répondre de manière courte. Tu peux argumenter, ok, d'accord. Mais des phrases assez sur courtes. Un mot, non, une phrase quand même. Une phrase comme tu veux, mais de manière assez courte. Très bien. C'est juste pour chauffer un peu, quoi. Ça m'a, vas-y. Tu préfères gagner un titre FIP demain dans l'anonymat total ou faire une finale diffusée devant 20 000 personnes sur ta chaîne, mais la perdre? Avec du public ou juste diffusé avec beaucoup de monde? Diffusé avec beaucoup de monde. Il n'y a personne, il n'y a personne. Ouais. Non, je préfère gagner une finale du coup. Ok. Pour un gaucher, c'est quoi le plus dur à gérer? Un partenaire qui te pique tes balles au centre ou un adversaire qui ne te joue que des balles molles dans les pieds? Un adversaire qui me joue que des balles molles dans les pieds, j'arriverai à m'en sortir. Ok. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire ça va faire un titre de vidéo incroyable alors que tu étais en train de vivre ta pire défaite sur le court? Alors, disons qu'après certaines défaites terribles, j'essaye de me dire bon, ça fera une belle vidéo. C'est plutôt là-dessus. Le mode de vie. Ton pire souvenir de voyage en mode low cost pour aller chercher des points à l'autre bout de l'Europe? De l'Europe, t'es pas loin là pour l'instant. On a fait bien du pire, monde. Allons-y dans le monde. La première année en Australie, c'était dur. Le voyage était très long. Le voyage en bus en Amérique du Sud avec le man aussi. Voilà, c'est les deux qui me viennent comme ça. On mettra d'ailleurs, il faudrait que tu me passes les liens des vidéos, comme ça on les mettra en description, comme ça les gens pourront les voir. Est-ce que tu penses que certains joueurs du top français te respectent moins parce que tu passes du temps à filmer tes entraînements? Je pense pas. Au début, il y avait peut-être une sorte d'incompréhension, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais maintenant, non, je pense pas. Partir s'entraîner en Espagne, c'était une chance ou un passage obligé dont tu te serais bien passé? Non, c'était une chance. Une chance. Pour moi, c'était une chance. T'es à Barcelone là maintenant? Ouais. Ça fait combien de temps? Ça va faire 3 ans et demi. Habla espagnol? Ouais, hablo muy bien espagnol. Muy bien. Okay. C'est tout. La muchacha está muy guapa. Je te laisse juger de On mettra les sous-titres pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Voilà, exactement. Le conseil technique qu'on te répète depuis 2 ans et que tu n'arrives toujours pas à appliquer en match? C'est plutôt technique, mais la pause en défense avant chaque coup. La pause? La pause, ouais, on pourrait revenir si tu veux. Le fait de ralentir sa préparation pour laisser un peu un temps de semi-pause dans ta préparation pour ensuite, au dernier moment, choisir ce que tu vas faire et, on va dire, un peu tromper ton adversaire. C'est vraiment, je trouve, le gap pour être un très bon joueur. Ça veut dire que si tu vas vite, on peut plus deviner ce que tu vas faire? Disons que c'est pas forcément vite dans l'exécution, c'est vraiment dans ta préparation. Tu
vois, les tout meilleurs, en fait, vont avoir la même préparation, vont faire une légère pause avant d'enclencher leur coup, pour qu'ensuite, en fin de préparation, ils puissent, avec du coup cette même préparation, soit jouer une chiquita, soit jouer un lob, soit jouer vite. Et en fait, quand tu es en face, quand tu joues un mec très très fort, c'est vraiment cette différence que tu vois, c'est que tu te dis, waouh, t'arrives pas à anticiper ce qu'il va faire. Et tu vas être surpris par un lob, surpris par une chiquita. Et ça, pouvoir manier ce timing, ce tempo en défense, ça fait une grosse diff. Ouais. Donc tu le fais ou tu le fais pas encore je bien comme sais tu qu'il faut le faire, j'y arrive de mieux en mieux, mais voilà, c'est toujours... Je pense que c'est un fil rouge d'apprentissage un peu pour tout le monde. Ok. Eh ben écoute, on va rentrer maintenant dans les questions un peu plus poussées. C'est parti. Donc Julien, tu as fait le choix de partir t'installer en Espagne. On vend souvent ça comme le rêve espagnol. Mais c'est quoi la réalité brute de ton quotidien là-bas quand les caméras sont éteintes ? Bah, comme je te l'ai dit, je pense que ça reste une chance pour moi d'avoir pu venir en Espagne. Il faut savoir qu'au début, avant de partir en Espagne, je voulais pas du tout faire du paddle, on va dire, mon métier. C'était pas du tout l'objectif. Je voulais juste profiter sur une piste. Et j'ai eu la chance, on m'a aidé financièrement et on m'a donné un peu cette idée d'aller en Espagne pour continuer à raconter la belle histoire sur YouTube. J'avais déjà ouvert ma chaîne. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, il y avait déjà les meilleurs Français qui s'entraînent en Espagne. Je me suis dit, bon, bah c'est peut-être le meilleur endroit pour progresser, en tout cas le plus vite possible. Ça a été le cas. Je pense que et on a, avec les collègues avec qui on est allé en Espagne, on a très vite tous bien progressé. On s'est vraiment professionnalisé dans ce sport. On s'est rendu compte que ça pouvait être un sport pro. Et honnêtement, ouais, non, je pense que, en tout cas, il y a 3 ans et demi, quand je suis parti, il n'y avait pas d'autres possibilités. En tout cas, il y en avait très, très, très peu. Si tu voulais vraiment te professionnaliser, t'entraîner avec des bons joueurs, des bons coachs dans une structure professionnelle, tout simplement, et après jouer le circuit, je pense qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose en France. Il y a beaucoup plus de structures d'entraînement maintenant, tu vois, ça s'est professionnalisé. Je te dirais pas que l'Espagne est un passage obligatoire à l'heure actuelle, surtout si tu habites dans des villes où voilà, tu as des joueurs, tu as des entraîneurs. Je pense que tu peux très bien t'entraîner maintenant en France, mais moi, j'ai bien aimé ce côté un peu dans mon coin, à faire mon truc dans mon coin. Parce que je trouve qu'en France, en plus, voilà, mine de rien, maintenant, je suis quand même dans les meilleurs joueurs français et on est un peu... on regarde tout ce qu'on fait. Tu vois. Et en Espagne, je suis... tu vois, j'ai été 4e français à mon meilleur. Déjà, en Espagne, si je suis 4e de l'académie, c'est bien, tu vois. Donc, je suis pas Dieu, mais tu vois ce que je veux dire. Ça permet de relativiser. Et en fait, ça te laisse dans un truc où pour le coup, tu as vraiment les pieds sur terre avec le nombre incroyable de bons joueurs qu'il y a là-bas. Et je peux faire mon truc sans être jugé, quoi. Tu vois. Et je trouve ça... moi, j'aime beaucoup et j'ai pas du tout envie de changer ça. Et c'est pour ça aussi que je reste maintenant en Espagne, parce que j'aurais pu rentrer, mais voilà, j'aime bien aller voir d'autres, voir ce qui se passe dans d'autres académies avec d'autres joueurs, d'autres coachs. Je suis assez curieux. Donc non, ça a été une bonne chance pour moi d'aller en Espagne. Et aussi, je trouve que comme je suis en Espagne pour le paddle, j'ai un peu cette rigueur obligatoire. Ça veut dire que je suis en Espagne, c'est pour jouer au paddle. Donc, le matin, quand je me lève, je ne me pose pas de questions. Je vais à l'entraînement. Tu vois, il n'y a pas d'autre chose à faire. Je suis en Espagne, c'est pour m'entraîner. Si j'étais en France, je sais pas, mais peut-être que je prendrais le paddle un peu plus à la légère ou je m'entraînerais peut-être un peu moins. Alors, ça dépendrait évidemment de la structure d'entraînement, mais là, au moins, je trouve que j'ai un peu ce mindset. Je vais m'entraîner, je suis joueur pro, en tout cas. Quand je suis sur le terrain à l'entraînement, je fais ça à fond. Et à quel moment précis tu t'es dit, ok, je vais pas juste être un bon joueur français, mais je vais tenter d'en vivre? Et ça a été quoi le sacrifice le plus dur? Jamais? Non, en vrai, jamais. Aujourd'hui, tu es 100% paddle. Aujourd'hui, je suis 100% paddle. Alors, pas 100% en tant que joueur, parce que j'ai aussi ma partie création de contenu, mais oui, je suis... 100% sur le paddle. Ouais, je suis 100% sur le paddle. Quand j'ai décidé de partir en Espagne, je savais que je mettais le tennis à 100% de côté, que je jouerais plus au tennis. Là, quand tu es parti en Espagne, tu n'étais pas encore 100% paddle. J'étais 90% paddle. Ok. Je faisais encore les interclubs, tu vois, de temps en temps. J'avais refait encore quelques tournois de tennis aussi. C'était vraiment uniquement pour
pour le fun, tu vois, passer des moments avec des potes du tennis aussi. Mais quand je suis parti en Espagne, je savais que c'était OK. Je tente l'aventure à 100% dans le padel. On voit ce que ça donne. Et par contre, je suis vraiment à fond là-dedans. Et comme je te l'ai dit, j'ai eu la chance qu'on m'accompagne dans ce début d'aventure. Et pour moi, en fait, ça a été plus... je prends ce que je peux prendre. J'ai la chance qu'on m'aide à partir en Espagne. Je peux en survivre. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Quand je suis parti en Espagne, je me suis dit ça peut durer 6 mois. Parce que en fait, je dépendais d'une personne. Et cette personne avait plus cette envie de me soutenir financièrement parlant, eh ben, je rentrais chez moi, tu vois. Donc j'étais là, vas-y, je prends ce que j'ai à prendre. Je me suis jamais dit, allez, aujourd'hui, je suis joueur professionnel de padel et on va dire, il y a une sorte de déclic. Non, ça s'est fait un peu petit à petit. Au début, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner en Espagne. J'ai commencé à faire des tournois. Bah, tu prends des places. Il y a 3-4 ans, c'était beaucoup plus simple de prendre des places au classement. Ça reste, même aujourd'hui, assez simple de prendre des points, honnêtement. Donc, tu rentres un peu dans ce jeu de gratter des places, d'être de mieux en mieux classé. Puis, bah, au final, comme j'ai eu la chance de m'entraîner de manière un peu professionnelle, en tout cas avec des joueurs professionnels, je me suis dit, bon, bah, vas-y, il faut que je fasse les choses bien. Et au fur et à mesure, tu vois, je me suis... on peut dire que je suis devenu un joueur pro, même si j'aime pas vraiment dire ça parce que je trouve que je fais 10 fois moins d'efforts qu'un joueur de tennis qui aurait mon classement, par exemple, dans le tennis. Après, c'est pas le même type de classement aussi. Voilà, exactement. Il n'y a pas le même nombre de joueurs aussi. Exactement. Donc, le mot professionnel, il est un peu à doser, je trouve. Mais c'est quoi quand t'es parti, c'est quoi ce qui a été le plus dur pour toi? La famille, je sais pas, tout quitter, est-ce que tu parlais déjà espagnol, tu vois, tous des trucs comme ça? Peut-être, allez, la barrière de la langue un petit peu au début. Et encore, je trouve qu'on s'est plutôt bien adapté. Alors, on était en groupe de Français, donc c'était, tu vois, je suis pas parti tout seul en Espagne. Je pense que ça aurait peut-être été un peu plus compliqué au début, tu vois, si vraiment je savais pas parler espagnol, que j'étais avec aucun Français. Vous étiez combien? On était 4, on était une coloc à 4 avec les 4 Dalton, je les embrasse. Dalton, c'est qui les 4 Dalton? C'est Philémon Reichmann, Man Vives, Diane Guichard et moi. Ah ouais. Là, c'est une équipe. Voilà, la bonne coloc, on est partis tous les 4 et ça a été top. Honnêtement, moi j'ai eu pas mal de changements dans ma vie à ce moment-là. J'étais pas super. Je passais mon diplôme d'entraîneur de tennis. Et honnêtement, c'était une année difficile. C'est dur d'être entraîneur de tennis. Et cette année, elle m'a beaucoup coûté. Je commençais à penser de plus en plus au padel. Et même vis-à-vis du plan perso, j'ai eu des petits changements. Et en fait, cette opportunité-là, elle est arrivée pile au bon moment. Ça veut dire qu'on m'a proposé d'aller en Espagne. C'est pas moi qui ai eu cette envie-là. On m'a proposé d'aller en Espagne. J'ai eu ces petits changements dans ma vie pro et perso. En tout cas, j'avais envie de changement. Et du coup, j'ai vu ça comme une opportunité, une chance de dingue parce que je me suis dit, waouh, ça m'engage pas grand-chose financièrement. C'est un nouveau projet, donc c'est hyper excitant. J'étais déjà un peu loin de ma famille. Tu vois, moi, j'étais à Lille, dans le Nord. Ma famille était de région parisienne, de Montpellier. Donc, j'avais l'habitude d'être un peu seul, entre guillemets. Et partir avec une bande de potes, tu vois, c'est quand même le kiff. Ouais, c'était stylé. En plus, c'est pas des peintres. Voilà, mais on se connaissait pas beaucoup. Tu sais qu'on se connaissait très peu. Hein. Ah ouais. Moi, Philémon, avant qu'on parte, j'avais dû le croiser un peu en tournoi. Man, j'avais fait 1 ou 2 tournois avec lui. Dylan, je lui avais parlé quelques fois. Donc c'était quand même, on se connaissait pas beaucoup. C'est pas facile de se mettre en coloc avec des gens mais on sentait qu'il allait avoir un truc sympa entre nous, tu vois. Et honnêtement, c'est le seul qui est resté en Espagne? Non. Je suis le seul qui est resté à Barcelone. Okay. Je suis resté à Barcelone. Man et Dylan sont maintenant à Madrid. Et Phil est resté un peu plus à Barcelone. Et maintenant, il est à Paris. Il est rentré à Paris. Okay. Mais ouais, je suis le dernier Dalton à Barcelone. Mais non, honnêtement, je n'ai pas fait de gros sacrifices pour y aller, en tout cas. Et aujourd'hui, tu es dans une académie? Ouais. Tu es dans quelle académie? Académie Orial. Okay. Orial à Sabadell. Donc c'est une belle académie, une grosse académie dont j'avais pas trop entendu parler avant d'y être, honnêtement, où t'as on va dire en joueur star quand même Valentino Libac qui est 40 mondial, avec des très bons entraîneurs. Orial, c'est le groupe de Marta Marrero, l'ancienne numéro 1 mondiale de padel. Donc voilà, il y a plusieurs clubs. En tout cas, l'académie principale est à Sabadell, là où je m'entraîne. Et honnêtement, je m'y sens très bien.
Je m'y sens bien, je me sens soutenu. Je me sens. Enfin, il y a des entraîneurs que je trouve très bons, qui croient en moi. Et c'est peut-être ce que je peux un peu reprocher à l'Espagne de temps en temps, tu vois. C'est que tu te sens un peu seul de temps en temps en tant que joueur. Juste en tant que joueur, ou en tant que Français joueur ou en tant que joueur? Peut-être que ça y fait un peu en tant que Français. En plus, moi, tu vois, je fais des vidéos ou quoi, mais je suis assez introverti quand même, surtout quand je connais pas. Et peut-être que ça jouait un petit peu. Mais je me sens un peu plus soutenu que ce que je ne l'étais auparavant dans les académies que j'ai fait. Et non, c'est cool. Puis j'ai changé il y a quelques mois, donc je suis encore dans cette nouveauté. Et c'est très sympa. Je prends beaucoup de plaisir à l'entraînement. En tout cas, je me lève tous les matins en ayant envie de m'entraîner, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, ce qui n'était pas toujours le cas. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, Orial Padel Academy, j'embrasse tous les coachs, tous les joueurs. J'espère y rester un moment. C'est quoi une académie exactement? Si tu peux décrire ce que c'est pour tous les joueurs qui ne connaissent pas. Je sais que la majeure partie des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est pas forcément des joueurs professionnels, c'est la majorité, on est des joueurs amateurs, je me mets largement dedans. On ne sait pas ce que c'est en fait des académies. On voit passer, mais on ne sait pas en gros. Il y a plusieurs types d'académies. En Espagne, c'est un peu différent par rapport à ce que moi je pensais. En tout cas, par rapport à ce que j'avais vu en France, du moins dans le tennis, parce que je ne connaissais pas d'académie de padel. Dans le tennis, moi, une académie de tennis, c'était un lieu, un club, avec des terrains de tennis, des dortoirs pour dormir, un préparateur physique, un coach, un préparateur mental, un nutritionniste, bref, tout dans ce centre-là où tu payes à l'année et tu as accès à tout, tu as un suivi en tournoi, bref, tu as un truc ultra professionnel. En Espagne, en tout cas, les académies de padel que j'ai fait, c'est un peu plus différent. C'est plus une sorte on dit académie, mais c'est plus un groupe de coachs, tu vois, qui soit va louer un certain nombre de terrains dans un club, soit va posséder son propre club et va quand même utiliser un certain nombre de terrains au sein du club pour proposer généralement les entraînements paddle et la préparation physique. Même si, très honnêtement, il n'y a pas de préparation physique proposée dans toutes les académies de paddle. Voilà, donc académie, c'est un groupe d'entraînement, on va dire, professionnel ou semi-professionnel, où tu peux t'entraîner, où tous les jours tu vas avoir tes entraînements de programmés, de la préparation physique, un suivi plus ou moins proche en tournoi et de tes résultats, mais chacun a un peu son style d'académie. Tu as des académies plus ou moins grandes. Moi, je pense que ça manque encore de professionnalisation, comme je t'ai dit, avec des académies vraiment tout en un, quoi, où tu peux vraiment, où je trouve qu'il y a vraiment ça dans le tennis. Il n'y a pas encore ça en France, des académies paddle? Je sais qu'il y a Vichy, on va parler mais c'est pour les jeunes. Vichy, c'est un CNE, c'est un centre national d'entraînement, qui a été créé par la Fédération française de tennis. Donc, c'est ce qui pourrait le plus se rapprocher parce que, là, effectivement, tu as les entraînements tennis, tu as les entraînements paddle, tu as la préparation physique. Je pense qu'ils ont un suivi nutritionnel et mental aussi. C'est pour les jeunes ou c'est que. Ouais, c'est pour les jeunes, moins de 18 ans. Ouais, d'accord, okay. C'est pour les jeunes, moins de 18 ans, même un peu plus, je crois, mais bon, c'est pour les jeunes. Et après, tu as des académies comme. Il y en a une à Palavas. Qui je pense pourrait être peut-être la plus développée entre guillemets parce que ils ont des dortoirs, ils assurent aussi un suivi, je crois, scolaire, ils proposent des entraînements, de la préparation physique aussi, donc c'est un truc un peu plus un peu global. À Bordeaux aussi ils ont une académie, mais voilà, Bordeaux c'est un peu plus sur le modèle espagnol. Il y a des entraînements de proposés padel, tu vois, tu as ton groupe d'entraînement et alors bon, peut-être qu'ils peuvent aussi proposer des solutions d'hébergement, etc. Mais en fait, moi, j'avais l'impression en Espagne que tu es quand même un peu livré à toi-même. C'est-à-dire que tu as tes entraînements de proposés au sein de l'académie, on va dire, le matin. Et si tu veux ajouter des entraînements, tu es un peu obligé de te démerder. Ah ouais, d'accord. Donc, moi, pendant très longtemps, j'avais mes entraînements. Tu peux demander des cours individuels, par exemple, ou une deuxième session l'après-midi. C'est pas forcément systématique. Les cours individuels, pas tous les coachs en proposent. Moi, j'ai fait j'étais dans une académie le matin. L'après-midi, j'allais avec un autre coach qui n'était pas de l'académie, qui n'était pas du club, tu vois, parce que je voulais m'entraîner un peu plus. Donc, ouais, il y a ces formules un peu mixtes. Il y a vraiment ces formules mixtes un peu en Espagne, où là, tu vois, à Orial, où je suis maintenant, je peux m'entraîner 2 fois au paddle tous les jours quand je le veux. Je peux faire la préparation physique, qui je trouve pour moi est pas assez individualisée.
Voilà, alors je comprends, hein, c'est des groupes d'entraînement, donc la prépa physique va avec. Hein. Tu fais un groupe, t'es dans ton groupe d'entraînement avec d'autres joueurs. Moi, j'aime bien avoir une préparation physique un peu plus individualisée, tu vois. C'est pour ça que je la fais à part. En fonction de ton physique et de tes capacités physiques. Voilà, exactement, de mes petits problèmes, de mes blessures, de mes points forts, mes points faibles. Enfin, voilà, je pense que c'est important. Et pendant longtemps, j'ai fait de la préparation physique en arrivant en Espagne avec un groupe d'entraînement où c'était vraiment des séances collectives. Et là, je suis bien plus content de le faire de manière un peu plus individualisée. Donc voilà, c'est un peu ça, une académie. Mais là pour le coup, celle où je suis, c'est la plus complète, j'ai envie de te dire. Et ça ressemble à quoi ta journée type? Et tu peux me dire à quelle heure tu te lèves, ce que tu fais exactement en tant que joueur? Une semaine type d'entraînement, je vais me lever à 7h40, 45. Je prends mon petit déj tranquillement. Voilà, j'aime bien avoir pas trop me presser, donc avoir une petite heure pour me préparer. Je pars à l'entraînement ensuite. Début de l'entraînement, j'arrive vers 9h, 9h05. Là-bas, échauffement de 25-30 minutes dans la petite salle de prépa physique. Après, j'ai un premier entraînement de 9h30 à 11h, collectif cette fois-ci, avec le groupe pro de l'académie. Généralement, je vais faire une petite pause de 11h à midi et demi où là, je peux prendre mon ordi, tu vois, bosser un peu sur mon ordi, toute la partie un peu création de contenu. Soit, alors j'enchaîne à 11h30 directement à la salle pour ma préparation physique, soit, en fait, j'attends Carla avec ma copine qui s'entraîne aussi dans la même académie, qui, elle, s'entraîne de 11h à midi et demi. Je l'attends et ensuite, on va ensemble à la prépa physique à 13h. Et dans les cas où on s'entraîne une deuxième fois dans la journée, on a notre deuxième session de 15h30 à 17h. Okay. Voilà, ça, j'essaye de le faire 1 ou 2 fois par semaine. Quand c'est en pré-saison, janvier-février, je le fais au moins 2 fois, des fois 3 fois. Quand il faut vraiment bien s'entraîner. En tout cas, quand c'est de la pré-saison, je fais physique tous les jours, avec de temps en temps de paddle. Et par contre, après, voilà, je me laisse des après-midi pour justement bosser sur toute la partie création de contenu. Est-ce que c'est du taf? Bon, on va en parler de la création de contenu. En tout cas, dans tous les cas, j'ai un paddle, un physique le matin, tu vois, ou en tout début d'après-midi. Et ensuite, soit je fais un deuxième paddle, soit je passe mon après-midi sur l'ordi. Le circuit FIP, c'est un peu la jungle. Bon, on le voit d'ailleurs dans plusieurs de tes vidéos quand tu documentes un peu ton parcours. Ouais. On joue parfois dans des conditions précaires pour des points qui valent de l'or. Il y avait Camille Sirès qui est passée ici et qui disait que des fois, elle calculait en fonction de si elle avait sa chance ou pas dans le tournoi. Ouais. Donc, c'est quoi le moment où tu t'es senti le plus seul à l'autre bout du monde après une défaite? Il y en a beaucoup. En fait, plus t'es loin, plus la défaite a fait mal, quand même. Honnêtement. Peu importe la défaite, hein, en vrai, que ce soit contre plus fort, contre plus faible. Là, si je gère un peu mieux les défaites maintenant parce que j'ai un peu ce recul de me dire que la semaine prochaine, j'ai un autre tournoi, j'ai une nouvelle chance. C'est pas toujours facile de se dire ça quand tu viens de perdre. Moi, j'ai encore un souvenir où j'étais avec Man Vives il y a un petit moment maintenant, je pense qu'il y a 2 ans au moins. On était au Qatar, à Doha. Et on perd d'ailleurs sur Thomas Vambos et Dorian Demeyer, 2 autres Français. Et je me rappelle un après-défaite, mais très très compliqué. Déjà, la défaite en elle-même, et en plus, après, des galères pour rentrer. Des galères d'avion, un avion compliqué, des choix entre est-ce que je dois me bagarrer pour prendre l'avion dans 2 heures ou est-ce que je prends celui d'après mais qui est plus cher. Enfin bref, tout avait été catastrophique après cette défaite. Et l'association défaite, complications pour rentrer avec les billets d'avion, des fois c'est cher. Vraiment, ça, c'est, je pense, le plus dur dans le paddle à gérer. Et ouais, je pense Qatar, c'était difficile. J'ai eu des retours aussi très difficiles. Je me rappelle d'une fois en Suède avec Bastien Blanquet où, pareil, des vols hors de prix après des matchs très compliqués. Avec Thomas, l'année dernière, mine de rien, quand on perd après un match assez exceptionnel en quart de finale, 7-6 au 3e, là où... alors, c'était en Europe, c'était pas très loin, mais à chaque fois, c'est quand même compliqué à gérer. Oh là là, la défaite en demi-finale en Égypte, toujours avec Man Vives, là, contre Scatena. Celle-là, elle avait fait mal aussi. Je crois que c'est peut-être une des seules fois où j'ai pleuré à la caméra, je crois, sur un débrief. T'étais encore en quart? C'était une demi-finale. Une demi-finale? Ouais.
On perd 7-6 au troisième aussi, je crois, ou 7-5, 7-6, je crois. On a des balles de match, une au moins. Et contre une très belle équipe, Scatena Mercadal. Et on est sur la côte en Égypte, on a pris voiture de location, donc on est loin. Enfin bref, on finit le match vraiment. Je me suis vraiment senti aussi atteint. J'ai senti Man aussi très très atteint. Et j'ai voulu faire ce débrief un peu à chaud parce que c'est ce que j'essaye aussi de montrer sur YouTube, c'est d'être le plus naturel possible et de montrer vraiment ce qui se passe. Et vraiment, j'ai vraiment pleuré à la fin de ce match-là. J'ai pas très souvent, on va dire, pleuré, mais là, ça m'a fait mal. Comme ma première défaite à Roland, la première année, pareil. Avec Man, on a beaucoup pleuré. Avec Man, on a beaucoup pleuré. Mais ça restera des Parce qu'à Roland, vous avez perdu vous étiez wildcard, non, c'est pas ça? Ma première année à Roland, on a eu une wildcard, en qualif. Et on est sur le central, sur le Philippe Chatrier, un dimanche ou un samedi, je sais plus, mais un week-end. Il y a beaucoup de monde, honnêtement, dans les tribunes. Je crois que plus de 3000 personnes. Alors, ça fait un peu vide sur le Chatrier, mais je peux te dire que nous, en tout cas, quand on est entré, il y avait du bruit, c'était bien rempli. Et on perd, on fait un 7,5 assez incroyable contre vraiment des très bons joueurs, tu vois, qui étaient quand même bien meilleurs que nous à ce moment-là, et qui sur le papier, qui étaient bien meilleurs. Et on perd en 3-7, et moi, je me rappelle avoir utilisé une énergie mentale sur ce match-là, mais j'étais vidé. Et je me suis bagarré pour pas m'effondrer sur le terrain, mais par contre, quand je suis sorti, j'ai beaucoup pleuré. C'était galvanisant, le fait d'être à Roland et devant 3000 personnes. C'était fou, vraiment, j'ai jamais senti ça. Et je l'ai jamais ressenti d'ailleurs. Autant d'émotions sur un terrain, je me suis demandé quand je suis arrivé comment j'allais pouvoir mettre une balle dans le terrain. Et au final, on a bien joué, donc tant mieux. Mais ça a été un des moments les plus forts de ma carrière. Même si j'ai rejoué après à Roland, la première fois, ça a été... T'avais ta famille qui était venue? Il y avait tout le monde. Il y avait ma famille, il y avait mes amis, il y avait bien plus que ça. Moi, je suis à Barcelone, donc j'ai pas non plus l'habitude de... Alors, je le vois quand je fais des tournois en France, tu vois, l'engouement un peu que les gens peuvent avoir mine de rien, auprès de nous, les meilleurs joueurs. Puis moi, en tant que créateur de contenu, qui a une chaîne YouTube, donc je suis un peu suivi. Et je suis surtout très soutenu à chaque fois. Mais là, à Roland, c'était fort, ouais. Honnêtement, c'était... Ça t'a permis de hausser ton niveau? T'as senti ou pas? Ça m'a galvanisé sur le terrain, ouais. Peut-être un peu trop à certains moments. Je me rappelle avoir vu d'autres confrères, d'autres joueurs un peu au bord du terrain qui me disaient « Jules, calme-toi un peu, parce que là, tu perds de l'énergie, là. » Mais non, c'était incroyable. Ouais, vraiment, on a mis une énergie de fou. Je pense que les gens ont passé un moment exceptionnel. Alors, la victoire aurait été incroyable, mais bon, c'est comme ça. C'est le paddle, et il y a eu des très belles victoires aussi, mais ce moment-là était particulièrement fort, ouais. Et l'après aussi, du coup. Les montagnes russes, quoi. Ouais, montagnes russes, mais c'est là où je me suis rendu compte pourquoi je joue au paddle, tu vois. C'est qu'on parle de classement ou quoi, on s'en fout du classement, en fait. C'est juste jouer ces matchs-là qui compte. Voilà. C'est beau. Ouais. Merci beaucoup pour cette interview. Allez, merci, allez hop. On se voit plus tard. Financièrement, on sait aussi que c'est un sport qui est assez ingrat, encore aujourd'hui. Ah oui. Moi, les différents joueurs que j'ai eu ici sur le podcast Alpha Paddle, ils m'ont tous dit que c'était assez difficile et que c'était plus par rapport au sponsoring qu'ils arrivaient à en vivre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de tes prize money? Et où est-ce que c'est YouTube et tes sponsors qui paient tes billets d'avion? Être déçu. Non, mais c'est important de le dire parce que tu vois, non, mais t'as raison. J'avais cette conversation en off avec Jules-Marie. Et nous, en tant que comment dire, tribun du peuple, je veux dire que joueur amateur, on ne se rend pas très bien compte. On ne sait pas combien les joueurs gagnent. On ne sait pas. Bon, on voit... Si on suit ta chaîne, on voit qu'il y a des galères, tout ça. Mais c'est intéressant d'avoir. Clairement, les prize money, je le compte même pas. Quand je fais mon. Tu vois, en début d'année, quand je fais mon prévisionnel un peu financier, tu vois, et même à la fin, tu vois, je les compte même pas. C'est du bonus. Honnêtement, parce que là, tu vois, on a fait quart de finale de FIB bronze, j'ai pris 110 €. Non. Ouais, si, ouais, vraiment, vraiment. Alors.
cette année, ils n'ont pas augmenté le prize money, mais ils ont changé la répartition. Ça veut dire que maintenant, en FIP, en tout cas en FIP bronze et FIP silver, tu gagnes plus de prize money sur les 2 premiers tours. 0 €. Le premier tour, c'est quoi? C'est De tableau final. Ok, 16e de finale, 8e. Ah, 16e, 8e. Ok, 16e, 8e, tu gagnes plus de prize money. d'accord. Et ils ont mis plus de prize money Ah pour oui, la d'accord. fin de tournoi. Ils l'ont réparti. Donc avant, tu vois, l'année dernière, tu gagnais un FIP bronze, tu prenais 350 € par paire. Donc, Pour gagner un FIP bronze. Hein. 700 €. Ouais, tu avais 700 € et peut-être 800 € pour gagner le FIP bronze. Cette année, maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, j'ai pas gagné de FIP bronze cette année, mais je crois que tu es à peut-être entre 5 et 600 €, 5 et 700 € en fonction de ce que donne par joueur pour gagner le tournoi. Ouais, peut-être un peu plus même, ouais. Et donc très clairement... C'est bronze, silver, gold, hein, c'est ça? bronze, silver, gold, platinum, ouais. Celui-là qu'il y a aujourd'hui là, à Marne. Bon, C'est un FIP bronze à Marne. C'est un bronze, ok, Ouais. d'accord. Ok. Et ouais, je crois que tu dois avoir ça. Peut-être 800 par tête maintenant pour les gagnants. Donc, franchement, si tu fais finale ou vainqueur, ouais, le prize money peut compter. Parce que si tu prends 800, en plus, en fonction des pays, tu vas perdre 19% de retenue à la source ou quoi. Donc Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, c'est... Ah, c'est imposé, c'est pas... Ah ouais, ça dépend des pays, ça dépend des trucs, mais c'est imposé, ouais. Ok. Ouais. Donc ouais, non, ça... Le prize money, très honnêtement, tant que tu joues pas les tableaux finaux de tous les premières paddles, je pense que tu prends pas le prize money en considération. On a joué au P2 de Bruxelles. Tu peux te dire c'est un gros tournoi. Tu vois, c'est un des plus gros tournois dans le monde. Premier tour qualif, 0 €, 0 points. Deuxième tour qualif, 0 €. Troisième tour qualif, on a pris 800 chacun avec Tom. Mais on a dû gagner 2 matchs. Alors, contre, à chaque fois, tu es obligé de battre une tête de série. Donc, contre 2 mecs qui jouent top 100, 110, 120 mondiaux, tu vois, pour avoir du prize money. Donc non, le prize money, moi, je le compte même pas. Donc oui, j'ai la chance. En tout cas, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a maintenant un bon moment. Directement, elle me fait pas gagner d'argent, cette chaîne YouTube. Ça veut dire qu'elle s'autofinance, tu vois. Tu parles de la monétisation des vidéos? Voilà, je te parle de la monétisation des vidéos. La monétisation de mes vidéos, toutes les pubs que les gars vous regardez. Quand ça passe dessus, c'est les annonceurs qui payent, quoi. Voilà, exactement. Bah, ça me permet de rembourser mon graphiste, mon monteur. Ok. Voilà. Dès que je fais une vidéo où j'amène un vidéaste, bah, je perds beaucoup d'argent sur la vidéo. Après, par contre, à côté de ça, bah, ça me permet d'avoir des contrats de sponsoring plus élevés que juste avec mon classement padel, de faire des intégrations, des pubs dans mes vidéos aussi qui me rapportent aussi des sous. Donc, c'est sûr que cette chaîne YouTube me permet de booster les contrats et de me rapporter de l'argent parce que sans ça, ce sera impossible pour moi d'être en Espagne et de faire que du padel. Ouais, clairement. Là, aujourd'hui, ouais, je vis des sponsoring et de ma chaîne YouTube. Ok. Tu es un des rares joueurs aujourd'hui à montrer tes doutes en vidéo. Bon, on en parlait il y a à peine quelques minutes. Est-ce que cette transparence est parfois un poids? Est-ce que tes adversaires n'utilisent pas tes failles mentales que tu exposes sur YouTube contre toi sur la piste? Ça m'a jamais inquiété ce que pouvaient voir mes adversaires ou quoi, parce que de toute façon, s'ils veulent voir comment je joue mes adversaires, ils ont 1000 matchs à regarder de moi. Donc, puis je me dis, à un certain niveau, tous les matchs sont filmés, tout le monde. Donc, non, honnêtement, ça fait partie du jeu. Moi, je me suis lancé là-dedans. Je me suis lancé d'abord dans YouTube avant de me lancer sur le circuit. Donc, j'ai jamais pensé à faire le circuit sans YouTube. Donc, c'est le jeu. J'ai toujours essayé d'être le plus moi-même dans mes vidéos, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, tu vois. Donc, c'est pour ça que des fois, je me force et c'est pas facile, hein. Je me force à faire des débriefs à chaud, parce que je sais que c'est ce que les gens aussi attendent de moi, tu vois, c'est d'être le plus naturel possible et de montrer la vérité, quand je suis bien, quand je suis pas bien. Et donc, ouais, quand ça va pas, bah, je le dis. Alors, il y en a qui disent que des fois, j'en rajoute un peu ou quoi, mais il faut savoir que quand... Alors peut-être que je pense qu'on a comment ça t'en rajoutes? Non, mais parce qu'il y en a, ils disent ouais, t'en fais des caisses, c'est qu'une défaite ou quoi, tu vois. Mais à chaud, les défaites sont vraiment compliquées, hein. Quand tu t'entraînes tous les jours,
pour ça, que tu t'es tapé je sais pas combien d'heures d'avion, que tu as dépensé je sais pas combien d'argent pour arriver ici, que tu fais pas un bon match, que tu perds un match peut-être que tu dois gagner sur le papier. Waouh, la défaite, elle est vraiment compliquée, quoi. Puis tu as ton partenaire qui est aussi dans le dur, donc honnêtement, non, honnêtement, je pense que c'est bien que je reste le plus authentique possible. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de montrer. Et je pense pas que ça me desserve, tu vois. Je pense pas. Ok. Comment tu gères l'équilibre entre ton temps d'entraînement et le temps colossal que demande la création de contenu? Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais que c'est un taf de titan quand même, faut le dire. Je sais pas, tu publies à peu près combien de fois par semaine? Maintenant, je publie une vidéo YouTube par semaine. J'étais à 2 avant. Gros taf. Bah, 2, c'est... Est-ce que tu n'as jamais peur que YouTube vole des points de classement à Julien, le joueur? Donc, je répète ma question. Comment tu gères l'équilibre entre ton temps d'entraînement et le temps colossal que te demande la création de contenu? Et est-ce que tu n'as jamais peur que YouTube te vole des points en tant que joueur? Bah, il y en a pas mal qui m'ont demandé ça. Hein. Ouais, tu trouves pas que YouTube, peut-être, ça te sort un petit peu de ton projet de joueur de paddle? Comme je te l'ai dit, j'ai jamais considéré YouTube sans le paddle et le paddle sans YouTube. Pour moi, c'est les deux vont ensemble. Moi, je suis comme ça. J'ai toujours bien fonctionné quand j'avais 2 projets en parallèle. L'un nourrit l'autre en plus. L'un nourrit l'autre. Dans le tennis, j'ai été très mauvais quand j'ai fait que du tennis. Et j'ai toujours été plutôt bon quand je faisais quelque chose à côté. Donc, j'ai un peu retenu cette leçon-là. Et donc, ouais, peut-être que... Ce qui est certain, c'est que si j'avais envie d'être top 80, peut-être même top 100, top 80, top 60 mondial, bah, il faudrait peut-être que je mette YouTube de côté et que je me consacre à 100% sur le paddle. Mais je pense pas que je serais heureux. Je serais en tout cas moins heureux que ce que je fais aujourd'hui. Donc pour moi, dans les deux fonctionnent ensemble. Et ouais, je te dis, j'ai jamais réfléchi à faire l'un sans l'autre, même si des fois, tu vois, forcément, ça fait plus de 4 ans, je crois, que je documente mes tournois sur YouTube. Un doyen. Je suis un doyen. J'ai envie de faire d'autres choses, tu vois, de temps en temps, tu vois, sur YouTube. J'ai envie quand je vois les autres YouTubeurs qui me demandent de partir, j'adorerais, tu vois, qu'on fasse des collabs, des trucs, mais c'est un peu ces efforts-là où j'essaye de mettre cette limite entre rester quand même joueur professionnel, tu vois. Et mes semaines d'entraînement, elles sont importantes, j'en ai pas énormément, surtout que je pars souvent en tournoi. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je mets la priorité quand même sur mes entraînements et ma carrière de joueur. Je me décrirais, tu vois, comme un joueur pro qui documente sa vie, pas comme un créateur de contenu de joueur professionnel. Je mets la priorité sur ma carrière de joueur quand même. Et je documente ce que je fais. Mais par contre, ouais, je suis pas à 100% sur ma carrière de joueur parce que mine de rien, quand t'es... moi, je trouve ça remarquable, tous les joueurs qui font que ça de leur vie, tu vois. Moi, je trouve ça... chapeau à eux, quoi. Quand t'as des moments difficiles, quand tu gagnes pas beaucoup de matchs, quand t'es dans des périodes où tu te poses beaucoup de questions, moi, je me focus sur YouTube. Je me focus sur les réels, je me focus sur d'autres choses, tu vois, qui me permettent de me changer les idées, de répondre aux commentaires, d'avoir d'autres choses, tu vois. Quand t'as que ça et que ça va pas, tu remets toute ta vie en question. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça pourrait être vraiment très, très compliqué. Donc, j'ai la chance d'avoir un peu cet équilibre-là où, quand sur YouTube, ça va peut-être un peu moins bien, je vais aller m'entraîner un peu plus. Quand sur le paddle, ça va un peu moins bien, je vais aller bosser un peu plus sur YouTube. Et je trouve que j'ai cet équilibre-là. Et comme je te l'ai dit, je fais pas 100% l'un, 100% l'autre. Je sais que j'ai besoin de pas être trop en retard aussi sur YouTube pour que mentalement, je sois pas, tu sais, quand t'as trop de taf et que t'as trop de trucs à faire, après, je sais pas, mais moi, ça me prend la tête, quoi. Quand je suis trop en retard, quand j'ai trop de choses, je fais plus rien. Tu vois un peu ce truc-là. Donc, je me force à toujours, tu vois, tous les jours, à en faire un petit peu. Et c'est pour ça que des fois, ouais, je vais pas faire un deuxième entraînement dans la journée pour préparer la prochaine vidéo, par exemple. Mais je suis entouré aussi, tu vois. C'est moi aussi où je prends des mecs pour m'aider.
Donc ça me coûte plus de sous, mais ça me libère du temps. Et c'est obligatoire. Sinon, je pourrais pas faire les deux, c'est impossible. Et comment ça t'est venu l'idée de YouTube? Moi, j'ai toujours baigné dans ce monde-là. Ça veut dire que j'ai toujours adoré YouTube depuis très longtemps. J'ai joué pas mal aux jeux vidéo, je suivais pas mal de mecs sur YouTube. Tu suivais qui? Gotaga, mon prince. Non, ouais, vraiment, j'ai poncé vraiment YouTube et j'ai toujours eu un peu cette envie de moi aussi faire un truc sur YouTube, tu vois. Créer ma chaîne YouTube, ça m'a toujours un peu trop... Je savais jamais trop quoi faire. J'avais jamais trop d'idées. Puis, très honnêtement, quand j'étais plus jeune, j'étais assez timide, tu vois. Je n'osais pas trop devant la caméra. Enfin, pour moi, c'était vraiment un gros effort. Et ça m'a aussi permis de me libérer et d'être plus à l'aise, tu vois, avec les gens, devant la caméra aussi, mais vraiment de grandir aussi par rapport à ça. Et du coup, je crois que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est drôle, hein, j'ai commencé ma chaîne YouTube par des vidéos quand j'étais en STAPS, en fac de sport, où j'ai dû créer des petits contenus un peu sur des vidéos qu'il y avait à faire pour les cours. Donc j'ai ouvert une chaîne YouTube, je commençais à mettre des vidéos je me rappelle, sur un tuto sur l'amorti, parce qu'on devait bosser là-dessus. Enfin bref, ça m'avait un peu amusé, tu vois, même la partie montage. Elles sont encore dispo sur ta chaîne? Je pense qu'elles sont encore là, mais je les ai mises en non répertorié. Pendant le confinement, forcément, j'avais fait des vidéos... Enfin, pas forcément, mais j'avais fait des vidéos un peu de prépa physique, un peu de comment s'entretenir et tout, parce que j'étais en fac de sport, mais non, donc c'était un peu mon truc. Et j'avais kiffé faire ça. Et du coup, c'est parti, j'ai continué, j'ai relancé un peu la chaîne, j'ai lancé la chaîne YouTube en faisant au départ des vidéos où je montrais mes matchs de tennis, tu vois, montrer les offs, un peu ce que faisait Jules Marie avait déjà commencé, et je prenais un peu exemple, honnêtement. Et après, j'ai vu passer justement le frère de Jules, Arthur Marie, qui s'occupait de la chaîne YouTube de Jules. Il cherchait en fait quelqu'un dans le padel pour répliquer un peu le modèle de Jules. Donc, vloguer ses tournois, montrer une belle histoire, tu vois, de quelqu'un qui commence un peu loin à voir jusqu'où il peut aller. Et c'est drôle, j'ai des amis qui m'avaient envoyé ça. Ils me disent, ouais, vas-y, toi qui te lances dans le padel, t'aimes bien les vidéos, tout ça, ça pourrait pas t'intéresser. J'ai réfléchi, puis j'ai pris contact avec Arthur et ça a bien matché. Et on a décidé de lancer un peu ce projet-là, tu vois. Moi, à l'époque, j'étais assimilé 300 Français parce que j'avais un bon classement de tennis, mais j'avais pas de classement de padel, tu vois. Donc c'était, on commence l'histoire et on voit jusqu'où je peux aller, mais sur le circuit français au départ. Moi, jamais je m'étais dit que j'allais jouer le circuit international. Puis j'avais joué un petit peu le circuit pro tennis. J'avais trouvé ça atroce. Je voulais pas aller... je savais même pas que ça existait d'ailleurs. En tout cas, j'y connaissais rien. Et je voulais pas du tout aller sur le circuit pro. Et du coup, on a commencé comme ça. Lui m'aidait dans toute la partie montage, matériel. Et moi, je m'occupais de la partie terrain où je me filmais. Voilà. On a fait pas mal de tests. On a fait des vidéos en anglais. Ah ouais. Tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous vous rappelez des vidéos en anglais là. C'était quelque chose. Ouais, c'était pas mon idée. Mais, tu parles espagnol, anglais quand même. Comment? Tu parles espagnol et anglais? Ouais, je me débrouille en anglais, je me débrouille bien en espagnol. Voilà, non, en espagnol, ça va, tu vois. En anglais, c'était très, très léger. Hein. C'est juste qu'on voyait gros. On s'était dit, vas-y, on va toucher un monde de dingue et tout. Puis, honnêtement, au début, ça fonctionnait pas trop, les vidéos en français. Je faisais 300, 400 vues. Et encore, c'était les grosses vidéos, là. Il y avait personne qui faisait du paddle. C'était en quelle année, ça? C'était je pense que c'était en 2022, 2020. Ouais. Et 2021, 2021. Tu t'es pas dit quand t'es arrivé comme ça à faire des vidéos de paddle, tu t'es pas dit parce que quand on est précurseur, parce que t'étais précurseur, c'était le premier, soit t'es là trop tôt, soit t'es J'étais persuadé que ça allait marcher. Ouais. Alors marcher. Pour moi, quand je faisais 1000 vues, 1000 abonnés, c'était déjà c'est beaucoup, la folie. Hein. Ouais, en vrai, c'est beaucoup. Tu vois. Donc pour moi, ça, c'était marcher. Mais en fait, je me suis jamais mis, faut que j'ai tant d'abonnés, parce que j'étais dans un milieu que... Tu vois, le paddle sur YouTube, ça n'existait pas, donc je ne sais pas du tout jusqu'où ça pouvait aller. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours ce truc j'étais très patient. J'ai fait plein de vidéos à 200, 300 vues. Et ça ne me touchait pas. Tous les mois, toutes les semaines, ça augmentait un petit peu, c'était très léger, mais j'aimais vraiment faire ça. Et tu vois, moi, je marche pas mal à ça. Tant que j'aime bien faire un truc, j'aime bien le continuer. Et je suis un peu persuadé que ça peut fonctionner un peu plus tard. Et on s'est mis à faire des vidéos en anglais qui n'ont pas fonctionné.
qu'à partir du moment où j'ai repris les vidéos en français, là, il y a eu une sorte de petit boom. Alors, c'était pas grand-chose, mais j'ai commencé à 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, avoir mes 1000 abonnés. Et en fait, j'ai commencé à avoir une communauté derrière moi qui attendait les vidéos, tu vois, recevoir des messages et tout. Et là, ça a commencé à changer. Et là, j'ai commencé à prendre un plaisir de dingue parce que au début, je faisais vraiment les vidéos pour moi. Et là, maintenant, je les faisais aussi pour les gens, tu vois. Et c'est comme ça que ça a commencé en partenariat avec Arthur. C'est lui qui, du coup, m'a lancé sur ce projet Espagne en me disant, vas-y, on va raconter une belle histoire en Espagne. Et du coup, je lui ai dit, bah, vas-y, feu, on commence à avoir une petite communauté. Et je me suis dit, c'est le bon endroit pour continuer l'histoire. Et voilà comment ça a commencé. T'as des retours des fois des abonnés que tu croises comme ça, je sais pas, dans la rue, sur un tournoi? Ouais, de fou. De fou, vraiment. Alors, quand je vais dans des clubs de padel, forcément, il y en a pas mal. Et c'est toujours hyper sympathique, honnêtement. Les gens sont toujours ultra bienveillants. C'est trop bien. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans tous les sports, mais en tout cas, dans le padel, moi, j'ai que des gens qui sont hyper bienveillants. Mais ça m'arrive des fois à la gare, à l'aéroport. Souvent, gare, aéroport, tu vois. Gare, aéroport, je croise des gens. Pareil, ça se passe à chaque fois pas bien. Des fois, c'est un peu gênant. T'as des moments un peu gênants où tu connais. En fait, ce qui est dur, c'est que tu connais pas la personne te connaît. Et dit, salut, truc. Et après, tu sais, comme tu connais rien de la personne, tu sais pas trop quoi dire. Tu vois. Et, elle te connaît bien. Parce elle te connaît bien et tout. Et ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des moments un peu gênants où tu n'as pas trop de discussion, tu sais pas trop de quoi parler. Mais bon, ça me fait plutôt rire. Mais j'aime bien être en Espagne quand même, tu vois. Parce que je suis pas forcément hyper à l'aise quand on vient me voir ou quoi, tu vois. J'aime bien, j'adore rencontrer les gens, mais je vais pas faire exprès de me montrer pour qu'on me remarque et tout ça, tu vois. Quand il y a Roland Padel, bah là, typiquement, c'est des moments où il y a beaucoup de sollicitations. Et bah voilà, c'est bête, mais je fais gaffe quand je vais dans les allées ou quoi. Tu vois, je suis pas encore hyper à l'aise avec ça. Non pas que je me sens pas. Tu sais, il y en a souvent qui se disent, ouais, je me sens pas. Comment je pourrais dire? C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, je comprends pas pourquoi les gens viennent pas. J'ai pas trop ce truc-là, mais. T'es juste, tu veux être tranquille? Ouais, des fois tu veux. Mais c'est pas en mode les gens me dérangent. Les gens me dérangent jamais. Puis en plus, tu vois, j'adore discuter avec eux, faire des photos, mais des fois, ouais, peut-être quand je suis avec des proches ou quoi, tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise, ouais, regarde, il a la grosse tête ou quoi, tu vois. Je veux rester assez tranquille, et c'est aussi une raison pourquoi je suis en Espagne. C'est qu'en Espagne, je suis personne. Je suis tranquille dans mon coin. Je suis très content d'aller en France et de rencontrer les gens. Mais en Espagne, on voit bien ma place. On me dit, frérot, là, t'es son père. Et c'est très bien comme ça. Et je pense que ça devrait être peut-être un peu plus comme ça. Parce qu'en fait, en France, t'es vite. Bon, alors je dis vite, mais t'es quand même relativement vite un bon joueur. Tu vois, moi, comme je te l'ai dit, je suis 4e français. Tu viens de niquer ma carrière. Non, mais voilà. T'es plus facilement, en tout cas, t'es plus rapidement un très bon joueur. Et je pense que t'en as qui, du coup, peut-être ça leur ferait du bien d'être dans un milieu à l'année en tant que joueur moyen, quoi. Tu vois. Parce que, mais je pense que les deux sont bons. Ça veut dire que moi, longtemps dans le tennis, je l'ai appris un peu dans le tennis, ça. J'étais entouré de mecs très bons. Tout le temps des mecs très bons. Je m'entraînais dans des trucs, il y avait toujours des joueurs plus forts que moi. Et en fait, quand tu es tout le temps entouré de personnes plus fortes, tu vas faire chaque tournoi que tu vas faire, tu perds contre plus fort que toi. Tu vois, j'ai jamais été numéroté français où j'étais tête de série 1 du tournoi. Quand je jouais les tournois futurs, j'étais dans les qualifs. Quand je jouais les tournois français, il y avait toujours des joueurs mieux classés que moi, quasiment tout le temps. Et du coup, je perdais toujours. C'était très rare de remporter un titre, tu vois, sur un gros tournoi, c'est très rare. Et en fait, quand tu es entouré de personnes plus fortes, ben, c'est dur d'avoir confiance en toi. Te dire que tu es un vrai bon joueur. Tu vois, quand tu as toujours quelqu'un de plus fort, c'est dur d'être persuadé que tu es un bon joueur. Et c'est quand je suis retourné à la fac, entouré de personnes, on va dire, plus normales, mais en tout cas pas dans le milieu du tennis, mais qui jouaient aussi au tennis, où je me suis rendu compte que j'étais vraiment un bon joueur de tennis, et j'ai pris conscience de ça, tu vois. Que, ok, en fait, je suis vraiment un bon joueur de tennis.
qu'à à l'époque, j'étais moins de 6. Bah, moins de 6, c'est pas rien, tu vois. Et moi, j'avais l'impression, j'avais écouté toute ma vie que je pouvais faire mieux. Je pouvais être pro. Et du coup, j'avais l'impression que j'étais un éternel échec, tu vois, dans ce que je faisais. Et quand je me suis entouré de personnes dans le milieu de la scolaire, tu vois, je me suis rendu compte que c'était exceptionnel. Que le classement auquel j'étais était déjà assez exceptionnel. Et ça m'a donné confiance en moi. C'est la première fois où j'ai vraiment eu confiance en moi. Et ça m'a permis de prendre 2 classements en plus, sachant que je m'entraînais moins. Donc c'est pour ça que j'ai fini moins 15. Bon, je sais pas si tu connais un peu, mais les gens, je pense, connaîtront. J'ai fini moins 15 un peu comme ça, juste parce que j'avais confiance. J'ai appris à avoir confiance. Ça m'a donné confiance en moi, tu vois, de côtoyer des gens moins bons. Et maintenant, dans le paddle, je pense que j'aime bien m'entraîner avec moins bons, surtout avant les tournois. Parce que c'est con, mais défoncer des mecs à l'entraînement, ça fait du bien. Non, mais c'est bête, hein, mais ça donne confiance. Et c'est important de partir en tournoi en ayant confiance en soi. Et par contre, c'est bien aussi d'être avec plus fort et te prendre des bonnes leçons et te dire, OK, faut que tu bosses, mon gars, parce que là, t'es pas bon, quoi. Par rapport aux meilleurs, t'es pas bon. Et en France, je pense que t'en as pas mal qui sont un peu les meilleurs de leur club ou de leur région et ils se prennent peut-être un peu trop pour des stars et je pense qu'il faut garder cette humilité pour continuer à travailler. Tu vois, c'est important. On parle souvent de ton bras gauche, mais quel est l'aspect de ton jeu que personne ne voit et qui te demande le plus de souffrance à l'entraînement? Toute la partie défensive, quand même. Moi, je viens du tennis, comme je t'ai dit au début, en défense, c'était bien catastrophique. Tout ce qui était gestion des vitres et les doubles vitres, tout ça. Enfin, voilà, tu joues plus du tout au tennis, là? Plus du tout, ça fait 2 ans que j'ai pas touché une raquette, quoi. Peut-être même plus. Je ne sais même plus la dernière fois. J'avais fait un interclub il y a 3 ans, peut-être, je sais plus. Mais là, je joue plus du tout. Ouais, l'aspect défensif. Je pense que, tu vois, il y a quelques mois, je t'aurais dit encore la défense. Je me considère comme un bon défenseur maintenant. Honnêtement, tu vois, j'ai plus peur d'être en défense, j'ai plus peur d'être au fond du terrain. Il y a des styles de jeu qui vont m'embêter toujours, voilà. Mais je me considère vraiment comme un bon défenseur et pour pouvoir côtoyer des Espagnols ou des mecs, tu vois, qui ont baigné dans le padel depuis longtemps, les vitres, c'est un peu leur deuxième maison, tu vois. Et je me considère comme un bon défenseur. Par contre, la partie contre-attaque, la partie transition vers l'avant, de passer du fond à l'attaque, tu vois, contre-attaquer vraiment, c'est là où je pense que j'ai encore énormément de progrès. Alors, j'ai des progrès partout. Hein. Ça veut dire que moi, tu m'écoutes, je suis pas bon dans beaucoup de domaines dans mon paddle. En tout cas, je sais que je peux être bien meilleur dans plein de domaines, pratiquement tous d'ailleurs. Mais la partie transition contre-attaque, c'est là où je peux avoir le plus de. En tout cas, j'ai envie de le plus développer mon jeu. Ouais. Quand tu fais des matchs, tu regardes le match et en te disant merde, là, j'aurais dû faire ci, j'ai mal fait ça, non? J'en peux plus de voir mes matchs. Ah ouais? Non, mais honnêtement, tu sais que ça fait peut-être 1 an maintenant, moins d'1 an peut-être, pendant du coup plus de 3 ans, j'ai dérushé 100% des matchs. Ouais. Ça veut dire que je regardais tous mes matchs. Chaque fois. Alors, c'était pour YouTube, hein, mais du coup, c'est con, mais je les regarde et puis je mets un avis aussi de ce que j'ai fait. Un truc. Je devais choisir les bons points, je coupais, je mettais le score. Pendant 3 ans, j'ai fait ça sur tous mes matchs. Donc, j'en peux plus. Là, maintenant, c'est pour ça, quand je t'ai dit, voilà, déléguer, prendre moins de temps, maintenant, j'ai délégué toute cette partie-là. Donc, sur YouTube, je m'occupe de plus grand-chose à part envoyer les fichiers, commenter les matchs. Voilà. Donc, à chaque fois, par contre, je vois les highlights de mes matchs où je les commente. Mais c'est vrai que j'ai du mal à revoir les matchs maintenant. Avec Thomas Van Bos, on l'a fait un petit peu. Parce que lui, il le fait plus régulièrement avec son coach, je crois, il aime bien. Donc on l'a fait quelques fois. Ça nous a plutôt aidé. Moi, j'avoue que j'aime. Ça va dépendre des matchs, mais j'aime pas ressasser les choses qui ont été négatives. Tu vois. Ah oui, d'accord. J'aime pas revoir un mauvais match. J'aime pas. Alors, regarde que les bons matchs. Ouais, mais tu sais, mais ça, c'est bête, mais je peux conseiller que ça aux gens. Regarder un très bon match avant un match. Regarde ton meilleur match. Ça va t'aider, c'est sûr. Regarde pas un mauvais match. Tu vois, si tu joues une équipe
que tu les as joués, je sais pas moi, un mois plus tôt. Tu as fait un match, toi, perso, catastrophique. Le regarde pas. Le regarde pas avant de les rejouer, tu vois. Tu peux débriefer de ton match, le regarder après, voilà, et essayer d'émettre un avis constructif sur ce qui a bien fonctionné, ce qui a mal fonctionné. Mais je suis persuadé, tu vois, pour faire de la prépa mentale, tout ce qui est visualisation, rappel, enfin, se rappeler les bons souvenirs, c'est important. Se rappeler les mauvais souvenirs, surtout à l'approche d'une compétition, je suis pas sûr que ce soit très important. Tu fais de la prépa mentale à l'intérieur de ton académie ou c'est quelque chose que tu as rajouté en plus? Non, là pour le coup, j'ai envie d'être à l'aise, donc je le fais avec quelqu'un qui parle français. Okay. Donc ouais, maintenant ça fait, je pense, 2 ans que je fais de la préparation mentale. Ouais. Je pense que c'est important. Ça vient encore une fois professionnaliser un petit peu plus mon quotidien. Et surtout, je trouve ça cool d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler. Moi, j'aime bien parler de mes... quand ça va pas, tu vois, j'aime bien me confier. Et quelqu'un qui est prêt à t'écouter, qui est bienveillant, qui va t'aider à trouver des solutions, je pense que c'est bien pour tout le monde. Ouais. Parce que mine de rien, même si on part à deux, on est un peu seul et avec son partenaire, on parle pas forcément des sujets un peu sensibles. Ou même moi, tu vois, au final... ma copine, une joueuse de paddle aussi, t'as pas forcément envie de l'embêter avec des choses qui vont pas quand elle est en tournoi, par exemple. Tu vas pas te plaindre sur un truc. Quand toi, tu joues mal, elle joue bien, tu vas pas... C'est pas évident à gérer, cette partie-là aussi. Donc, avoir quelqu'un qui est un peu neutre, qui est là pour ton bien, pour t'aider, c'est important, ouais, je pense. On voit passer beaucoup de jeunes joueurs via les réseaux sociaux. C'est quoi le plus gros mensonge qu'on raconte aux jeunes qui veulent devenir pro aujourd'hui? Je sais pas si on raconte des mensonges. Peut-être qu'ils peuvent peut-être penser que c'est facile. Alors encore une fois, ça veut dire quoi devenir pro, tu vois? Est-ce que c'est être top 200 mondial, t'es pro? Bon, pour moi, non. T'as un gros compte en banque, tu vas à l'autre bout du monde, t'es top 200 mondial, quoi. Ça veut pas dire que t'es pro. Moi, être pro, ça va être pour moi celui qui arrive à vivre de sa passion en tant que joueur et surtout qui va se lever tous les matins et qui va se coucher tous les soirs avec cette envie d'être pro, tu vois. Enfin, avec cette mentalité de pro plutôt. Donc, qui va déléguer toute sa journée, tous ses week-ends, faire tous les sacrifices qu'il faut pour être pro. Et pour moi, ça, tant que t'es pas top 100 français, tant que t'es pas top 100 français ou française, et encore chez les filles, j'irais peut-être même jusqu'à 80, tu vois. Pour moi, t'es pas pro. Quand je vois les qualifs de Grand Chelem au tennis, les mecs, ça doit être quoi, les 220, 230 meilleurs joueurs mondiaux peut-être, mais c'est que des mecs qui sont 100 fois plus pros que tous les joueurs de padel. T'as que des mecs qui sont suraffûtés, qui s'entraînent comme des chiens. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois, par rapport à... Donc c'est le sport qui manque encore de professionnalisation, alors peut-être. Ouais. Le sport qui est pas assez difficile peut-être. En tout cas, qui est pas assez dense. Mais il est pas assez dense parce qu'il n'y a pas assez de revenus. Au tennis, tu as beaucoup plus de joueurs, mais parce que le fait d'aller chercher ta qualification en Grand Chelem, ça te rapporte des sous, ça te permet de vivre. Au padel, tu cherches ta qualification en Grand Chelem, si tu te qualifies, tu prends 1000 balles, quoi. Tu perds de l'argent. Donc forcément, ça va pas... Il n'y a pas des milliers de personnes qui vont se dire « Allez, on va faire tous au paddle, on va aller chercher nos 1000 euros. » Non, parce qu'au final, même si tu es passionné de ton sport, faut pouvoir en vivre. Tu as énormément d'Espagnols qui jouent extrêmement bien. Et si tous les Espagnols d'Espagne étaient sur le circuit, je ne serais pas 181e mondial. Je serais beaucoup plus loin. Tu vois. Donc moi, les jeunes, je leur dirais que c'est dur. Et ce sera de plus en plus dur. Peut-être de pouvoir vivre de sa passion. Et qu'il faut bosser, quoi. Il faut s'entraîner et je pense qu'on s'entraîne pas assez. Mais même en Espagne, hein. Moi, je suis pas du tout OK avec les façons de s'entraîner en Espagne, tu vois. Moi, je me suis entraîné 100 fois plus au tennis. J'avais une rigueur au tennis que j'ai jamais eu au padel. Et je me considère pas réellement pro au padel, tu vois. Alors oui, j'ai été 150 mondial. Il y a que 149 joueurs qui ont été meilleurs que moi. Dans le globe, donc tu dis waouh, c'est incroyable, tu étais joueur pro. Mais non, je suis pas joueur pro, les gars. J'arrive à avoir une chaîne YouTube où j'arrive à filmer tous mes matchs. C'est pas possible, ça. Si tu veux vraiment
T'as pas un joueur de tennis, tu vois, qui est là avec sa caméra, faire le truc, les débriefs après, truc. Non. Si tu veux être pro, tu dois pleurer sur la piste à l'entraînement, quoi. Tu dois t'entraîner 6 heures de... Enfin, tu dois en faire beaucoup plus, ouais. Donc, je pense pas qu'il y ait de mensonge, en tout cas. Peut-être le mensonge, c'est de penser que ça va être facile, tu vois. Qu'avec un peu de talent, un peu d'entraînement, ouais, il suffit de commencer tôt le paddle, il suffit de t'entraîner tôt, tu vas être fort. Mais pour moi, ceux qui se mettent au paddle maintenant, tu sais, les jeunes, qui sont dans les académies, qui sont talentueux, l'objectif, c'est pas d'être top 100, hein. L'objectif, c'est d'être top 10, quoi. Top 10, top 20 mondial. C'est ça le vrai objectif. Quand je vois la nouvelle génération, j'espère qu'ils ont comme objectif c'est d'être top 20, tu vois. Pas être top 100, parce que je dis pas que c'est facile, hein, mais on peut l'être sans avoir dédié sa vie au paddle, tu vois. On peut l'être en ayant joué au tennis avant. On peut l'être, quand tu vois Benjamin Tison, alors c'était peut-être plus facile à l'époque, mais il a été 69, peut-être mondial, 70, je sais pas. Bah voilà, il a commencé tard le padel. Il a été joueur de tennis, il a été très bon joueur de tennis. Mais tu vois, il a été top 70. C'est littéralement impossible au tennis de faire ça. Donc non, pour moi, ouais, il faut que les jeunes, ils soient... J'espère que les coachs leur donnent la mentalité qu'on a pu avoir, nous, au tennis, quand on était jeunes. Le goût du travail, Je dis pas forcément que c'est bien. Moi, j'ai des moments horribles. J'ai des mauvais souvenirs au tennis horribles. Parce que c'était dur, parce que les entraînements étaient durs, parce que tout était dur dans le tennis. Moi, j'ai ce truc. Mais par contre, si tu veux vraiment être dans les meilleurs, je pense que si tu veux être dans le top 20 mondial au padel, ouais, ça passe par là, ouais. Parce que pour le coup, le top 20, le top 10, ils ont une rigueur. Et moi, je m'entraîne avec des joueurs qui sont 40-50 mondiaux et ils n'ont pas la rigueur nécessaire. Pour moi, c'est pas assez pro. Tu travailles avec des structures en Espagne. Qu'est-ce qu'ils ont compris là-bas que nous, en France, on n'a toujours pas intégré dans la formation des joueurs? Ou est-ce qu'on est pareil? Non, parce que là-bas, c'est un sport à part entière, tu vois. Vraiment, ça veut dire qu'ils ne comparent jamais le paddle et le tennis. Donc, je trouve que ça, c'est la grosse différence. Ça veut dire que les joueurs sont des joueurs de paddle et ils ne sont pas des anciens joueurs de tennis. Alors, il y en a quelques-uns, tu vois. Il y a Marta Marrero qui a été pro au tennis, qui a été numéro 1 mondial au paddle. Mais la plupart sont des vrais produits paddle et les entraîneurs, c'est pareil. Donc, je pense que c'est tout simplement l'expérience qu'ont les entraîneurs depuis tant d'années, quoi, tu vois. Et ça va venir quand on aura des anciens, nos anciens meilleurs joueurs de paddle qui feront leur reconversion en tant que coach, qui ont eu de l'expérience sur le circuit international, qui auront eu de l'expérience en tant que joueur en Espagne aussi. Je pense que c'est important. Après, moi, je suis persuadé qu'on peut faire mieux en France. Je suis persuadé qu'on peut faire mieux en France et qu'on doit faire mieux dans la formation des jeunes, tu vois. Parce que, comme ce que je te dis, tu vois, ça manque encore de professionnalisme et je trouve que l'Espagne se repose un peu sur ses acquis on est la meilleure nation du monde, tout le monde veut venir chez nous. Les académies créent de plus en plus de business autour de ça, en faisant venir des joueurs de partout un peu dans le monde, donc ils ont de plus en plus de monde, donc je pense qu'ils font moins en moins les efforts aussi, et j'espère que pour nous départager, en tout cas pour sortir un peu du lot et de créer des vrais bons joueurs, on crée des infrastructures, des académies, des centres d'entraînement beaucoup plus pro que ce qui se fait en Espagne. Parce que je ne suis pas certain que le modèle espagnol est le meilleur, tu vois. Je suis persuadé qu'on peut faire mieux en France. À bientôt une académie Julien Serin. En vrai, j'aimerais bien. On ne sait pas. Non, mais pour le coup, ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie, tu vois. Aider à développer le paddle en France. Je sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse quand même vraiment. C'est un appel à la Fédé, là, que tu fais? Je sais pas, tu vois, la Fédé, c'est compliqué parce que c'est la Fédé de tennis et ils font les choses bien. Ils ont créé un CNE Paddle, ce qui est déjà top. Mais je sais pas si je suis pas assez proche des entraîneurs, etc., pour savoir s'ils ont une vraie liberté dans ce qu'ils veulent faire, tu vois.
Parce que moi, c'est vrai que j'ai du mal à écouter un peu ce qu'on va me dire de faire et travailler pour quelqu'un. Tu vois, honnêtement, j'ai toujours fait un peu ce que j'avais envie de faire et je pensais que, tu vois, le modèle tennis, tu vois, on dit, ouais, la formation dans le tennis en France, on n'a pas de stars et tout, mais au final, je pense que la formation des jeunes dans le tennis, elle est vraiment... elle est hyper qualitative. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à prendre de ça. Moi, quand j'ai cette image de jeune, j'avais vraiment l'impression d'être dans un truc hyper pro quand on parlait des ligues, des rassemblements, des tournois nationaux. J'avais vraiment ce truc de pro. Et quand je vois les jeunes là s'entraîner, en tout cas en Espagne, j'ai pas l'impression que ce soit très pro, quoi. Tu vois. Et c'est aussi que le sport est peut-être pas assez professionnalisé, hein, mais ça va sûrement venir avec le temps. Mais ouais, moi je sais que j'aimerais bien faire un truc. En tout cas, si je fais un truc, ce sera un truc big. Un truc big avec mes idées, avec peut-être ma façon d'entraîner. Ou en tout cas, tu vas t'entraîner plus qu'1h30 par jour, quoi. Si demain tu gagnes au loto et que l'argent n'est plus un sujet, est-ce que tu continues ce rythme de vie effréné sur le circuit ou est-ce que tu te contentes de jouer pour le plaisir en restant dans ton confort? Mais je pense que je continue mon rythme de vie parce qu'au final, je fais pas ça pour l'argent. Si j'avais envie de faire ça pour l'argent, je pense que j'aurais déjà arrêté, tu vois. Mais par contre, peut-être que je prendrais pas l'hôtel le moins cher. Ouais, je ferais peut-être des hôtels un peu mieux. Avec la je ferais peut-être des vols directs un peu plus souvent. Non, là-dessus, les conditions de voyage seraient peut-être différentes, tu vois. Mais si vraiment, là, j'ai argent illimité, ouais, ça me fait quand même kiffer, tu vois, de partir en tournoi à l'autre bout du monde. Ouais, je pense que je ferais plein de voyages comme ça, tu vois. On me dit, alors tu vois, il y a souvent de ces trucs-là. Ouais, tu vas à l'autre bout du monde pour prendre des points. C'est plus facile et tout. En fait, oui, c'est plus facile. Oui, on va à l'autre bout du monde pour prendre des points, mais je suis désolé, moi, à la fin de ma carrière, ce dont je vais me rappeler, c'est Roland Garros et les tournois à l'autre bout du monde. Le FIP bronze en Italie, aux Pays-Bas. Alors, si c'est un titre, tu vas t'en rappeler. Mais un titre à l'autre bout du monde, ça marque, quoi. Tu vois, quand t'es... moi, quand j'ai fait ces finales à Hong Kong, quand on a gagné même au Japon, alors que le tableau, certes, il est pas aussi relevé qu'un tableau en Italie, mais les souvenirs sont dingues. Les souvenirs sont trop bons. Et moi, au final, je joue au padel pour ça. Je joue au padel pour avoir des souvenirs ensuite. Je joue pas au padel pour à la fin être 120 mondial ou 110 ou tu vois, je m'en fous. Je joue au padel pour vivre des moments comme ça et au final, pour jouer sur le Châtrier à Roland-Garros, pour jouer à Rome sur le court central ou au Foro Italico, pour jouer les grands chelems, pour jouer les plus gros tournois, mais pour vivre des émotions dans ces tournois-là. Je joue pas au padel pour faire des demi-finales de FIBE bronze en Italie, tu vois, ça je m'en fous de ça. C'est plus pour l'expérience vraiment en soi. Mais c'est pour vivre le moment, tu vois. Parce que je serai pas top 20 mondial. Je le sais. Je serai pas top 20, je serai même pas top 50 mondial, tu vois. Et je m'en fiche. Je veux juste revivre des moments comme j'ai vécu, donc c'est pour ça que je joue. Ouais, ce sera de plus en plus dur, je sais, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, parce que forcément, on veut créer une nouvelle génération de joueurs, donc on pousse les jeunes, on aide les jeunes, donc à moi d'avoir des bons résultats, tu vois, pour le coup, voilà, c'est ça, je fais ces tournois-là pour avoir des bons résultats, pour prendre des points, pour ensuite participer à ces tournois-là, éventuellement avoir des aides, des wildcards de la fédération pour pouvoir participer aussi à ces tournois-là, mais la finalité, c'est de jouer dans ces stades-là, et moi, je suis dégoûté pour tous les Français qui n'aient plus de qualif le week-end à Roland-Garros. C'est terrible. Pour moi, c'est une énorme erreur de la part de la Fédé.
Parce que ça veut dire que c'est plus dur de... Bah parce que maintenant, et alors je comprends, ça coûte des sous. Voilà. Le tournoi de Roland-Garros Padel maintenant se fait du lundi au dimanche, avec les premiers tours de qualification le lundi. Et il n'y a personne. Tu vois, les gens bossent le lundi. On retrouvera jamais l'ambiance qu'on a eue, nous, avec Man, le week-end des qualifs. Ça arrivera plus, ça. Ou alors, faut faire des demi-finales. De tableau final. Mais ça n'arrivera pas tout de suite. Non, mais ouais, moi, je suis dégoûté. Moi, honnêtement, quand j'ai appris ça, j'ai pas pensé au fait, j'ai pas pensé à autre chose que, bah, putain, on jouera plus le week-end, quoi. On jouera plus le week-end et c'est incroyable pour nous, joueurs, de pouvoir vivre des moments comme ça en étant soutenus par le public. Et ça arrivera pas tant qu'on a ces qualifs le lundi. Parce que lundi matin, il y a... Peut-être qu'ils rechangeront. Peut-être que le padel se développera, on repassera sur des tableaux plus grands. Tu vois, ça donnera la possibilité à plus de joueurs de jouer, à plus de le nombre Français. de spectateurs augmente d'année en année. Le nombre de spectateurs va continuer d'augmenter. Ça, c'est certain. Mais bon, avant qu'on arrive sur des stades pleins le lundi comme à Roland-Garros Tennis, je pense qu'il y a quand même un peu de temps. Ce qui est énorme, c'est que déjà, c'est plein le samedi, dimanche. Donc ça, c'est top. Mais ouais, moi, je suis vraiment déçu de cette décision-là par rapport à ça et me dire que bah, d'autres joueurs n'ont peut-être pas la chance de vivre autant d'émotions parce que c'est quand même des moments uniques, tu vois. Qui tu aimerais voir sur le podcast Alpha Padel sur ce fauteuil pour parler du monde du paddle? Bah, mes petits Dalton, hein. Ensemble ou séparément? Ouais, on pourrait faire une émission tous les quatre, ça pourrait être sympa, non? Mais c'est une bonne idée, ça. je pense que Man Vives, il aurait des choses à dire. Notre numéro 1 français, Dylan Guichard aussi. Phil Reichmann aussi, tu vois, il s'est entraîné en Espagne, maintenant il est en France. Il pourrait nous donner un peu... Non, je pense que chacun aurait des choses à dire. Ça pourrait être intéressant. Donc, ouais, mais... On pourrait faire une spéciale Dalton. Spécial Dalton, ouais. Ouais, je sais pas, parce qu'en plus, on a une table où on peut être 4 autour. Bah, après, il faut les réunir, c'est ça la difficulté. Faut nous réunir, Ouais, c'est ça. Je pense que ouais. c'est pas si simple, mais ouais. On va passer une séquence suivante, Julien. Ouais. Je t'explique. Il faut que, face caméra, tu poses une question au prochain invité qui est ici, mais tu ne sais pas qui c'est. Okay. Et ta question doit être marquante, voire dérangeante, ou voire bienveillante, comme tu veux. C'est toi qui es libre. Alors, attends, moi, je la découperai et je la poserai à un invité. Ça veut dire qu'après, j'ai une question à répondre. Je dois répondre à une question. Exactement. Je viens de comprendre le truc. J'imagine que tu vas poser la question à quelqu'un qui connaît le padel. On ne sait pas, ça peut être une marque, ça peut être un centre, ça peut être un influenceur, ça peut être plein de gens. C'est libre à toi de poser ta question. Ok, je dois le faire en regardant la caméra. Ok, je vais te poser la question. Qui est pour toi... non, pardon, je vais la refaire. Parmi le top 10 français et le top 10 française, quel est ton joueur et ta joueuse favorite? C'est pas mal. Ça va mettre un petit peu dans la sauce, tu vois. Bah, ça tombe bien parce que sortir un nom. Ça tombe bien parce que la question qui vient, je pense qu'elle va te mettre un peu dans la sauce. Oh non. T'as bien fait. Écoute, je te laisse lancer le lecteur. Voilà, je te laisse. Ah, c'est le ticketer. Allez, je te laisse faire play. Quel joueur du top 20 français est surcoté? C'est horrible. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Tu l'as mis dans la sauce, gars. Ah, j'ai mis dans la sauce. Elle est terrible. Elle est pire que la mienne. Elle est très bien. Il est pas top 20, Chiquita, là-bas. Top 20. T'as pas la liste du top 20 là, à me montrer là? Ah, je sais pas, là, je pense que t'es plus au courant que moi de la liste du top 20. Pas certain, on va dire que je regarde pas trop ce qui se passe, mais le top 10, je l'ai. Tu sais quoi, je vais encore me foutre un peu plus dans la merde, je vais parler du top 10. Parce que c'est encore plus... Parce que, en vrai, le top 20, très honnêtement, je l'ai pas en tête. Un joueur le plus surcoté... Ah, certainement, j'ai envie de me dire moi, des fois. Mais la réponse du politique. Je dirais pas moi. Parce que je répondrai à ta question
C'est pas facile, j'ai envoyé une balle perdue, mais je l'adore, je l'aime de tout mon cœur, mais peut-être mon Phil Reichmann. Hein. Mon filou. Peut-être que mon filou, il a été quoi? Il a été numéro 6 français, je crois. 6-7. Peut-être qu'il est un peu surcoté. Il est combien maintenant, tu sais? Il doit peut-être pas être très loin. Ah, Ouais. il est peut-être en dehors du top 10, je sais pas. Il a perdu quelques points FIP. Parce que tu sais, maintenant, c'est en fonction de ton classement FIP. En fait, quand t'es dans le... Je crois que maintenant, c'est le top 300 mondial, maintenant, chez les mecs. Quand t'es top 300 mondial, en fait, tu passes au classement devant tous ceux qui jouent pas à la FIP. Ou du moins, qui sont pas top 300 mondial d'accord, FIP. ok. Donc, ça veut dire que on doit peut-être être, je sais pas combien on est 11-12, peut-être, maintenant. Et ben, les 12 meilleurs Français. Même si vous jouez aucun FIP, vous êtes devant eux. Ah non. Même si on joue aucun tournoi français, tu veux dire. Oui, aucun tournoi français, pardon, excuse-moi. Même si on joue aucun tournoi français, on est devant. Ah ouais. Parce que, ce qui est logique, on n'a pas le temps de jouer le circuit français. Du coup, au classement français, surtout pour le championnat de France, les P2000, etc., les tournois qu'on pourrait éventuellement jouer, bah, on serait classé. Moi, si tu comptes juste les points que j'ai sur mes 4-5 tournois français de cette année, bah, je serais peut-être 100 français, tu vois. Ok. Donc, ça correspondrait pas à notre classement. Du coup, je trouve ça bien. Alors, du coup, ça nous éloigne du circuit français. Mhm. On n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller jouer le circuit français. Donc, voilà, il y a toujours ce truc de est-ce que c'est une bonne règle ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est mieux que de ne pas nous donner d'équivalence. Donc, quand tu es dans le top 300 FIP, eh ben, en fonction de ton classement FIP, tu représentes le classement français. Donc, aujourd'hui, Dylan Guichard, qui est 101 mondial, pardon. C'est le mieux classé, bah c'est lui le numéro 1 français au classement. D'accord, j'ai compris. Voilà. Et quand tu... P2000, c'est la dernière catégorie. C'est la meilleure. Ouais. Et donc ça fait P2000, FIP... En fait, ça fait FIP bronze, FIP silver, FIP gold. P25 jusqu'au P2000. Ok. Tu as le championnat de France qui est considéré, championnat de France par paire, qui est considéré comme un P3000 Ok. au niveau des points. Mais ça te donne des points uniquement pour ton cirque, pour ton classement français. D'accord. Et ensuite, tu as le circuit international, qui est vraiment un truc complètement différent, où tu as FIP bronze, silver, gold, platinum, P2, P1, major. Tout le monde peut s'inscrire? Oui. Tu dois payer maintenant depuis cette année ta licence FIP et première paddle. Mais par contre... T'es 10 000 Français, tu peux t'inscrire à un FIP... Ah ouais, mais je pense que d'ailleurs au FIP bronze de Marne, tout à l'heure, il y a des joueurs qui sont... alors 10 000, je sais pas, mais qui sont très loin dans le classement français, qui ont pu s'inscrire parce que les qualifications sont très rarement pleines dans les FIP. C'est au cut aussi? C'est en fonction de ton classement FIP. Ouais. Ah, d'accord, si t'as ok. pas de classement, bah, tu es dans les dernières équipes à rentrer. Donc, D'accord. si les qualifs, très généralement, dans quasiment tous les tournois, il reste des places en qualif. Donc, du coup, tu t'inscris et ouais, C'est le moment d'essayer de faire un braquage. Bah, tu peux. Alors, je sais plus si tu prends des points. Je crois qu'il faut que tu sois au moins, en tout cas en bronze, au moins dernier tour de qualif. Peut-être je dis une bêtise pour prendre des points. Mais c'est pas. T'as même des tournois FIP où t'as des places de libre dans le tableau final. Hein. Donc il suffit de t'inscrire dans le tableau final. T'as plein de. Dans des pays asiatiques, t'as plein de tournois où les mecs jouent à niveau P100 et ils sont tableau final et ils ont des points en FIP. Hein. Exceptionnel. Encore plus chez les filles où des fois tu commences directement en quart de finale. Donc t'as encore moins d'équipes inscrites. Ok Julien, on va passer... Alors je sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai une petite séquence qui s'appelle les questions qui piquent. Ok. Le principe des questions qui piquent, c'est que tu peux répondre uniquement par oui ou par non. Et Ok. tu as le droit à un seul joker. Ok, Ok. très bien. T'es prêt? Je vais essayer de ne pas l'utiliser, tu vois. Oh là là. T'es prêt? Ouais. Est-ce que tu as déjà fait semblant d'être déçu après une défaite en vidéo juste pour générer plus d'empathie et de clics? Non, j'ai jamais fait semblant. J'ai déjà fait... Je suis désolé pour tous mes paddlistos. Hein. J'ai déjà fait des débriefs, ça je dois le dire, bien plus tard que ce qui était vraiment passé. Ça veut dire que je dis une bêtise, moi je finis le tournoi, on perd le samedi. Et ben des fois ça m'arrive de faire le débrief le week-end d'après. Et du coup je fais genre d'être déçu et qu'on ait le même week-end. D'accord. Ça m'est déjà arrivé. Ah, tu m'as dit juste par oui ou pardon. Oui, Pardon, non, mais j'ai développé. t'as bien fait, t'as bien fait. Du coup, enfin non, sur le moment, non, j'ai pas fait genre. Sur le moment, en tout cas, non. Est-ce que tu penses être intrinsèquement plus talentueux que la majorité des joueurs qui sont devant toi au classement français? Ah, devant moi au classement français? Oui. Non.
Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3 du coup. Oui, peut-être. Est-ce que tu as déjà eu envie de poser ta caméra et d'arrêter YouTube pour voir jusqu'où tu pourrais monter si tu étais focalisé à 100% sur le terrain? Non. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regarder discrètement ton nombre d'abonnés sur ton téléphone pendant un changement de côté au 3e set? Non. Est-ce que tu gagnes plus d'argent avec une seule vidéo sponsorisée qu'avec toutes tes prize money d'une saison complète? Non. Est-ce qu'il y a des joueurs du top 10 français que tu ne peux absolument pas voir en peinture malgré les sourires sur les photos de groupe? Top 10 français? Ouais. Non. Est-ce que tu penses que le niveau moyen du top 20 français est surcoté par rapport au reste du monde? Non. Est-ce que tu t'es déjà dit, après un point de génie d'un adversaire, purée, je peux pas mettre ça dans mon montage, il va me voler la vedette? Non. Je suis bien content, au contraire. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'en rajouter des tonnes sur une célébration après un point gagné juste parce que tu savais que la caméra était braquée sur toi? Non. À la rigueur, regarder la caméra, tu vois, faire une célébration différente que ce que j'avais fait, que ce que j'aurais peut-être pu faire, oui. En rajouter des tonnes, non, parce que de toute façon, je coupe les entrepoints, donc on le verrait pas. Si on te garantit aujourd'hui une place dans le top 20 mondial pour les 5 prochaines années, mais que tu dois pour cela ne plus jamais publier une seule vidéo de ta vie, est-ce que tu signes? Ah, c'est une bonne question. Ouais, je signe, ouais. Je t'ai dit, je suis un joueur professionnel de paddle qui monte du contenu. Exactement. Pas un créateur de contenu. C'est une bonne punchline d'ailleurs. Est-ce que tu trouves que la FFT en fait trop pour les nouveaux joueurs et pas assez pour ceux qui, comme toi, galèrent sur le circuit international? Oui. Est-ce qu'il t'arrive de trouver tes propres abonnés insupportables quand ils te donnent des conseils techniques alors qu'ils sont en P25? Oui. Ah oui. Ah bah oui, les mecs. Je suis désolé, mais oui, 10 fois. Et plus oui pendant les lives. Ah, les commentaires des lives. Qu'est-ce qu'ils te disent? Bah, des fois, c'est des gros jugements sur le niveau de jeu, sur mais comment il peut avoir tel classement, mais sur... ouais, non, j'ai pas d'exemple en tête, mais oui, bien sûr. Une fois, Alors, je dis abonnés. Non, je sais pas si c'est des abonnés, mais c'est des spectateurs de mes lives, quoi. Une fois, il y a un mec, il a mis un truc sur un Reels Instagram où c'est un extrait avec l'entretien avec Jules Marie. Et le mec commente ouais, je l'ai déjà vu jouer, il a pas une volée ouf. Ouais, mais je suis parti voir son profil, là, ce gars-là, il me disait objectif top 10 000. Mais toute proportion gardée, le gars, ok, c'est cool, mais il faut aussi un peu. Mais tu sais que les gens n'ont pas conscience du niveau au padel. Du niveau, du vrai niveau au padel. Tu vois, je te donne un exemple rapidement. Là, quand on a accueilli pas mal d'entraîneurs en formation à l'Académie Orial en Espagne. Parce qu'une fois par an, ils viennent en Espagne voir comment ça se passe une académie espagnole. Et la première question à chaque fois qui revenait, c'est ouais, les mecs avec qui t'entraînes, ils jouent combien français? Ils jouent combien mondial, tu vois? Et en fait, les mecs surcotaient de dingue, les mecs. Tu vois, avaient l'impression que c'était des génies. Alors que, il me dit non, mais lui, il joue top 150 mondial, non? Je dis non, mais lui, il joue top 300, quoi. Tu te rends pas compte? Et top 150 mondial, ça joue bien au padel, quoi. Mais est-ce que la vidéo aussi, ça déforme pas? Bien sûr que si. Ça déforme. C'est horrible un match en vidéo. Enfin, c'est pas horrible, mais c'est... Ça ralentit. Moi, quand je me vois jouer à la vidéo, je me dis putain, mais merde, les gens voient ça, quoi. C'est pas comme ça que je suis sur le terrain. Et tu pourras jamais t'en rendre compte tant que t'es pas en face, en fait. En fait, il y a ce truc de... Moi, quand je vois des mecs jouer, des très bons joueurs, jouer, je me dis waouh, les mecs jouent grave. Putain, mais moi, si je suis en face, je me fais défoncer, quoi. Et des fois, tu les vois jouer, tu vois à l'écran, à la télé ou quoi, tu vois les matchs, tu te dis putain, mais c'est nul. Enfin, je suis persuadé que je peux les battre. Et au final, quand t'es en face, tu te rends vraiment compte des choses. Et tu te rends compte que des mecs que tu trouves exceptionnels de l'extérieur, bah, quand t'es en face, bah, tu gagnes des points, tu gagnes des jeux, tu peux même gagner des matchs, quoi. T'es pas si... En fait, on
on est des bons joueurs de paddle quand même. Tu Mhm. vois, quand t'es top 150 ou quoi, bah tu peux. On l'a vu, hein, regarde. Alors oui, ils jouent pas leur meilleur niveau, mais t'as Dylan et Bastien qui mettent un set sur Koyo Tapia, les numéros mondiaux. Alors oui, les mecs, c'est leur premier tour, ils ont pas leur. Tu les joues au deuxième ou au troisième tour, bah tu prends 1 et 1, ok. Mais Ils ont quand même bien. tu peux quand même leur foutre un set, Mmh. tu vois. Donc le niveau, il y a des grosses différences, mais pas si grosses que ça quand même, tu vois, et que ce soit dans les deux sens. Mais par contre, il y a un nombre de personnes qui se rendent pas compte du niveau en face. C'est Et puis de la vitesse. ouais, Moi, je c'est me ça. souviens, La à Roland, vitesse. j'avais vu Tapia Coelho sur un petit cours. J'étais même pas à 2 mètres. Ça allait à une vitesse. Ça va à une vitesse de fou, mais quand t'es en face, c'est pire. Ça va fort, ça va. Quand t'es en face, c'est Alors qu'en encore vidéo, pire. ça va. Tu sais, tu regardes le match, tu dis, bon, c'est lent. et tout. Ouais, Ça exactement. va Mais à c'est parce une que l'image vitesse. est tirée. Ouais. Enfin, bref, le tennis, je trouve, c'est un peu pareil, tu vois. Mm. Quand t'es en face, moi, quand je regardais des matchs de tennis à la télé, tu te dis, bon, bah voilà, tu peux jouer en face. Quand t'étais vraiment sur le terrain en face de mecs vraiment forts, c'est dur. Mm. C'est dur. Est-ce que tu as déjà menti sur l'état de tes blessures ou de ta forme pour justifier une contre-performance en tournoi? Non, je pense pas, en tout cas. Je pense pas. Je pense pas être comme ça. Si demain, tes performances sportives ne te permettent plus de rester au sommet, serais-tu prêt à transformer ton contenu vers du pur divertissement, quitte à sacrifier ton image d'athlète de haut niveau pour maintenir ton influence? Ouais, je dirais pas sacrifier pour maintenir mon assurance. C'était quoi maintenir Mon influence. Mon influence, mais parce que je pense que j'aimerais faire ça. Et si j'aime le faire, je le ferai. Peu importe mon image ou quoi, je sais que moi j'aime bien, je suis toujours attiré par ce que j'aime faire et si c'est un truc j'aimerais en faire plus honnêtement. J'aimerais faire un FIP ou un tournoi avec Jules, tu vois, qu'on kiffe, qu'on fasse des belles vidéos, du bon contenu, faire une vidéo avec le Chiquiter aussi. Enfin ouais, c'est des choses que j'aimerais plus faire, tu vois. Mais je me dis peut-être que, je le ferai peut-être plus tard. En tout cas, j'ai pas envie de sacrifier là aujourd'hui une semaine d'entraînement ou un jour d'entraînement parce que je sais que si je commence à le faire, c'est presque le début de la fin, tu vois. En mode si j'accepte de sacrifier des entraînements, je sacrifierai de plus en plus. C'est un peu comme quand tu vois, tu fais pas à partir du moment où tu commences à faire une connerie, tu peux la refaire plus facilement, tu vois. Là je me dis un peu ça et j'essaye de rester rigoureux là-dessus. Et du coup c'est pour ça que je le fais pas mais j'aimerais en faire plus, ouais. J'aimerais partager plus de choses parce que j'aime bien partager des trucs et malheureusement je le fais pas assez, je pense.